bonjour à tous des Madame Hall. Je reprends la suite donc, de l'intervention d'autre jour pour nos éditos de Brest Europa. Là je suis devant le musée des natifs américains, le musée de la civilisation indienne d'Amérique du Nord mais aussi l'Amérique du Sud. Un très beau musée et c'est très intéressant à voir. Il y a quelques jours j'étais à Richmond en Virginie et j'ai été voir le musée de la Confédération et je trouve que c'est formidable de voir un peuple qui aime autant l'histoire et qui n'évite aucun sujet gênant. Voilà. À Caen, un vrai grand musée de la chouannerie par exemple, qui ferait état des massacres perpétrés par les troupes républicaines, etc. etc. Voilà, aux États-Unis, tout n'est pas beau dans l'histoire évidemment, mais au moins il y a une tentative de réparation par la culture. Et par d'autres moyens qu'on évoquera tout à l'heure. Pour en revenir à la première intervention, donc elle a été visionnée par mes amis du bureau de Brest Europa, et donc je tiens à préciser 2-3 choses sur leur conseil, c'est-à-dire qu'on a parlé du Bill of Rights en Angleterre de 1689. Il faut préciser qu'entre Cromwell et le Bill of Rights, il y a eu restauration de la royauté, et c'est après la répudiation des Stuarts que naît le Bill of Rights et que naît vraiment la monarchie constitutionnelle anglaise. La deuxième chose, c'était quant à l'influence de la guerre d'indépendance américaine et de la Constitution américaine sur les événements en France, et surtout la première constitution de 91, c'est-à-dire celle issue de la Constituante. Évidemment, il y a une influence puisque Lafayette et nombre de gentilshommes qui avaient été combattre aux États-Unis étaient appelés le groupe des Américains. Donc l'influence sur la Constitution de 91 est patente et évidente. Et le dernier point que je voulais préciser, il ne me vient plus en tête maintenant, mais ça me reviendra. En tout cas, voilà, ce qui est important, donc les points communs entre la guerre d'indépendance américaine, la Révolution et puis les constitutions qui en ont découlé dans les deux pays, les deux nations messianiques. C'est important de le dire parce que d'une part, par contre dans les différences, ce qui se passe c'est qu'aux États-Unis on va arriver à un pays de nature fédérale, alors qu'en France on va arriver avec la victoire des Jacobins à un pays extrêmement centralisé. Ce dont la Bretagne souffre et ce qui a engagé la mission politique de la plupart d'entre nous. L'autre chose qui est importante de dire, c'est que parmi les points communs négatifs entre ces deux nations, Amérique et France, la France post-89, c'est que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France concerne essentiellement l'homme blanc, et c'est la même chose aux États-Unis, puisque l'esclavage ne prendra fin qu'en 1865 avec la fin de la guerre de sécession, et aux États-Unis c'est le 13e amendement qui mettra fin à l'esclavage, et donc c'est pas du tout au départ de la Constitution américaine, et c'est le 14e amendement qui mettra en fonction le droit du sol, mais la ségrégation restera encore très très longtemps effective envers les Afro-Américains. Et en France c'est la même chose, c'est-à-dire que on aurait pu appeler la déclaration des droits de l'homme et du citoyen la déclaration des droits de l'homme blanc et du citoyen de sexe masculin, parce que pour les femmes c'est la même chose. La nouvelle constitution française de 91 donne très peu de droits aux femmes. Ainsi, Olympe de Gouges, qui était une révolutionnaire, qui avait voulu faire valider une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a tout simplement été condamnée à mort et exécutée en 94. Donc, alors s'il y a des avancées pour les peuples occidentaux au travers de ces deux constitutions, il faut bien voir que c'est réservé aux blancs et en général l'égalité pour les blancs et les gens de sexe masculin, et pour les femmes et les gens d'autres origines. Pour la France, les gens originaires des colonies, etc., ça va prendre un temps fou. Pour ce qui est
les Amérindiens, par exemple aux États-Unis, ils n'obtiennent la citoyenneté américaine seulement en 1924 pour service rendu pendant la guerre 14-18, c'est-à-dire que les Amérindiens, après le terrible génocide qu'ils ont subi et supporté, ne deviennent réellement citoyens américains qu'en 1924. Et leurs conditions restent terribles jusqu'à des lois de post-1980 et les incidents de Wounded Knee qui font référence au massacre du 19e siècle. Donc ça a été très difficile d'arriver à quelque chose qui plaise à tout le monde au travers de textes. Et si un jour la Bretagne doit avoir sa propre constitution, le seul texte qui vaille en réalité, c'est bien la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme de 1948, parce que c'est là qu'on stipule que tous les gens ont les mêmes droits, quelles que soient leurs origines culturelles, ethniques, et quel que soit leur sexe. Les constitutions françaises précédentes et américaines n'ont pas été parfaites de ce point de vue-là, puisqu'il a fallu pour la femme, par exemple, attendre 1945 pour que la femme ait le droit de vote en France, ce qui est très très tard par rapport à d'autres démocraties, ce qui est même très tard par rapport à la Turquie d'Atatürk, où la femme a eu le droit de vote beaucoup plus tôt dans le siècle. Voilà. Donc la référence pour une Bretagne future, c'est sûrement la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et par rapport aux droits du sol, il faut se souvenir aussi d'une chose, c'est que lors de l'occupation de l'Algérie, par exemple dans les années 50, avant que les événements ne se déclenchent, le droit du sol ne fonctionnait pas puisque les musulmans, c'est-à-dire les autochtones, n'avaient pas le droit de vote. Donc voilà, de la part du pays des droits de l'homme, on voit bien que c'était des droits de l'homme à géométrie variable. Et voilà. Donc la décolonisation a permis de remettre un peu les pendules à l'heure. Il fallait rappeler une chose aussi par rapport à cette histoire du droit du sol et d'égalité, c'est qu'en 1931, la France a organisé une exposition coloniale. Et l'exposition coloniale montrait des gens issus de diverses colonies, y compris des Kanaks en cage. Et cette exposition coloniale vantait tout simplement la supériorité de la civilisation occidentale et de l'homme blanc tout simplement. À tel point que les Anglais, invités à l'exposition coloniale, avaient décliné l'invitation des Français. Parce que déjà en Angleterre, l'idée d'esclavage avait été bannie depuis très longtemps. Il faut savoir par exemple que l'esclavage en France n'est aboli une première fois qu'en 1794, que Napoléon le rétablit en 1802 et qu'il est définitivement pris, un vote contre l'esclavage n'est pris qu'en 1816 sous Louis XVIII, et encore une fois sous la pression des Anglais, ce qui ne veut pas dire que les Anglais n'ont pas fait des choses absolument dégueulasses dans leur guerre de colonisation, mais dès le début du 19e et même un peu avant, par rapport à l'esclavage, ils ont des positions très avancées par rapport à d'autres pays européens. Et donc voilà, écoutez, pour ce qui est de la visite à Washington, c'est terminé. Donc le Capitole est là, le musée des cultures américaines natives, le musée des Indiens est ici. Et je vous souhaite un beau mois de juillet et nous nous voyons bientôt à Gallon.